Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Voilà, nous sommes avec Éric Woerth qui a été ministre du Budget notamment et qui est notre invité ce matin. On va parler évidemment d'économie, de la situation des migrants et de la situation politique à droite. On a appris hier avec Michel Sapin, et ça a été justifié par Manuel Valls, journal de TF1, qu'on décalait 1 milliard donc à l'égard des entreprises, qui fait hurler le patronat ce matin. Vous en pensez quoi ? J'en pense le plus grand mal, parce que c'est très difficile de promettre et de ne pas tenir. Ça fait, on entend ça depuis très très longtemps. On a décalage souvent, technique, a dit Valls. Oui, enfin ça n'a rien de technique. Quand on veut noyer le poisson, on dit que c'est technique. C'est pas technique, c'est simplement parce qu'il y a des dépenses nouvelles qu'on ne sait pas comment régler. Et comme il y a des dépenses nouvelles dont on n'a pas prévu au fond le règlement, on décale des mesures. C'est une sorte de fuite en avant, de boules qui roulent comme ça et d'avalanches qui se créent. C'est de l'improvisation totale. Ça coûte aux entreprises très cher, sûrement plus d'1 milliard d'euros en trésorerie, ce décalage. Donc c'est tout à fait considérable. C'est une rupture dans le contrat entre les entreprises et puis le gouvernement. Le ministre des Relations avec le Parlement, disait globalement pour la politique de François Hollande, puisque vous parler d'improvisation. Il n'est pas Merlin l'Enchanteur. Alors Sapin hier et Valls hier soir, quoi. C'est Mandrake le magicien, Garcimore, Gérard Majax. En tout cas, il y a vraiment aucune magie là-dedans. Et puis il y a surtout, une sorte d'improvisation et de fuite en avant. On fait le CICE, très bien. Il faut baisser les charges des entreprises. Je serai le dernier à penser le contraire, mais il faut le faire sur un plan tenu et avec une baisse des dépenses extrêmement forte à côté, et puis dans une stabilisation de normes fiscales et de normes qui n'existent pas. Parce qu'il reste quand même 11 milliards à voter qui ne sont pas votés. Il reste absolument. Pour les entreprises, il reste 11 milliards à voter sur les 41 promis. Et puis, il y a aussi... Pardonnez-moi, je déteste interrompre pour rien, mais est-ce que vous croyez que ces 11 milliards, finalement, ne seront pas votés ? C'est-à-dire que c'est plutôt que 40 ou 41, ça sera je pense que le gouvernement est dans une situation impossible. Il s'est mis dans l'idée qu'il ferait 3,3 de déficit public l'année prochaine. C'est bien, mais c'est 13. C'est pas du tout ce qu'il prévoyait il y a 2 ou 3 ans. Donc, il a déjà enfoncé tous ses objectifs. Et il voit en même temps le nombre de dépenses augmenter. Au cœur de l'été, le gouvernement annonce une baisse de 2 milliards d'impôts sur le revenu pour les Français, alors qu'il n'a pas 1 euro pour la financer. Les dépenses d'intervention à l'extérieur, les dépenses de toute nature qui ont été annoncées au fur et à mesure des derniers mois ne sont pas aujourd'hui financées. La dépense liée aux migrants est une dépense très très importante qui aujourd'hui n'est pas financée. Donc on voit d'un côté un gouvernement qui dit je baisse des impôts qu'il a considérablement augmenté, donc il les a pas du tout baissés au niveau de l'augmentation qui a eu lieu, et en même temps des dépenses derrière qui augmente, et puis un déficit public dont il dit qu'il va réduire. Tout ça est faux, et c'est effectivement magique s'il y arrive. Et comme il n'y a pas de magie en politique, évidemment il n'y arrivera pas. Mais est-ce que vous pensez à terme, parce qu'il faut qu'on clôture ce sujet ensemble, parce qu'il y en a beaucoup d'autres, est-ce que vous pensez à terme justement qu'on n'arrivera pas aux 40 milliards ? Parce que c'est ça. Eux, ce qu'ils sont en train d'expliquer, c'est normal, c'est leur point de vue, c'est qu'il va y avoir un décalage technique dit Valls, mais qu'à terme il y aura bien les 41 milliards. Je pense que la majorité ne veut pas qu'il y ait 41 milliards. Je pense que le gouvernement est très mal avec ça. Donc j'ai beaucoup de doutes. J'ai des doutes sur la capacité à tenir les déficits. Je sais que c'est provocateur. Mentir, je n'en sais rien. Peut-être qu'il a l'intention, mais je ne pense qu'il n'y arrivera pas, ou qu'il ne pourra pas, ou qu'il remettra encore une fois. Moi, je veux pas accuser les hommes de mentir. J'imagine qu'il est de bonne foi. J'ai rien contre Monsieur Sapin. Je sais simplement qu'il fait une politique totalement à courte vue et au jour le jour. Et la France, elle peut pas avoir des politiques à jour le jour. Et la confiance est rompue avec le patronat depuis longtemps, mais elle est rompue aussi là-dessus. Le patronat, c'est pas le diable, le patronat. Le patronat, ce sont des entreprises. Et les entreprises, elles créent de l'emploi. Et je crois quand même que la priorité dans ce pays, c'est la création d'emplois. Et là-dessus, c'est un échec total. Hier matin, séminaire sur l'immigration avec des propositions, une dizaine votées par les adhérents et qui devaient être ratifiées donc par le bureau politique le 22 septembre. Tout le monde sait parce qu'on les a détaillées, ces propositions de Nicolas Sarkozy, sauf que évidemment le soir même à l'Assemblée, Manuel Valls dit on ferme temporairement les frontières. Alors est-ce qu'il n'a pas volé politiquement la victoire à Nicolas Sarkozy? Comme quoi notre réunion du matin était utile, puisque le Premier ministre a dû l'entendre et a changé probablement d'opinion pour essayer de durcir son propos. Tant mieux. On a fait c'est la première étape de notre projet, donc on travaille beaucoup sur ce projet des Républicains, qui doit être un bon projet, et qui viendra comme un socle commun.
Et sur l'immigration, on a détaillé toute une série de mesures soumises au vote d'ailleurs des militants en ce moment jusqu'à demain soir. Et il y a à la fois des mesures de politique migratoire dans leur ensemble. À quel moment, par exemple, un immigré peut avoir droit à toucher des prestations sociales? Quel est le délai qu'il faut être resté sur notre sol? Comment réagir à cette crise des migrants par la création d'un statut, enfin qui existe, en tout cas l'approfondissement et la mise en œuvre d'un statut de réfugié de guerre avec une durée provisoire, temporaire, le temps que la guerre, le temps que la paix se refasse sur le territoire d'où ils viennent. Et puis évidemment, moi il y a une idée là-dedans qui me semble extrêmement importante, c'est l'idée de centre de rétention. Schengen 2, le centre des rétentions. Oui, mais c'est des idées qu'il faut mettre en œuvre. Schengen 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire notamment qu'il peut pas y avoir de libre circulation à l'intérieur de l'Europe pour les non-européens. Pour les Européens, évidemment, il y a libre circulation. Donc c'est pas, c'est évidemment l'Europe. Mais en même temps, pour les non-européens, et dans la situation où nous sommes, et dans l'incapacité qu'il y a, au fond, à surveiller les frontières et avoir une politique commune de droit d'asile, il faut évidemment revenir à un contrôle. J'ai plusieurs questions là-dessus. D'abord, Marine Le Pen passe au bazooka ses propositions en disant à propos de Schengen, finalement, il n'a rien fait quand il était président. Donc, de quoi se mêle-t-il aujourd'hui? Ça, c'est la version à droite de la droite. Et de l'autre côté, vous avez quand même la version de Valls que je vous ressoumets, à savoir que finalement, il vous a piqué une partie du plan. Et comme vous devez attendre 2017 pour pouvoir prendre des décisions si Manuel Valls rétablit ce qu'il n'a pas fait, le contrôle provisoire aux frontières, c'est que dans Schengen c'est possible pour 2 mois, tant mieux, je pense que c'est ce qu'il faut faire, et nous lui demandons de le faire. Les Allemands l'ont fait, d'autres pays l'ont fait. Mais là, il y a une naïveté majeure, parce que vous proposez des choses, ils le font. D'abord, qu'est-ce qui va rester? Tant mieux. Je préfère qu'ils fassent des choses dont on pense qu'elles sont bonnes plutôt que des choses qui sont mauvaises. C'est notre pays, tant mieux. Si on arrive à être influent à ce point, les Républicains en sont très très heureux. Mais enfin, il n'y a pas que ça. Il y a l'ensemble d'une politique migratoire, l'ensemble d'une politique d'immigration qu'il faut aujourd'hui refonder en France sur une base qui est celle de la fermeté absolue et en même temps l'ouverture. Le bazooka de Marine Le Pen. Je sais pas, Marine Le Pen, c'est du bazooka tout le temps. Donc, c'est son principe, c'est son fonds de commerce, c'était celui de son père, et c'est le sien. S'il s'agit de définir des réfugiés, il dit il y en a 200. Madame Le Pen, elle ne sera jamais au pouvoir. Et le Front National ne sera jamais au pouvoir parce que c'est pas un parti de gouvernement et on gère pas le pays avec des idées simplistes. C'est bien plus compliqué d'exercer des responsabilités que de ne pas les exercer. Quand on les exerce pas et qu'on n'a pas vocation à les exercer, contrairement à ce qu'elle croit, évidemment, elle sort des idées Après, elle va être au pouvoir dans le Nord. C'est cette philosophie-là, la philosophie du simplisme. On peut pas avoir une France totalement fermée et puis de l'autre côté, c'est vrai, du côté des socialistes, avoir une France où d'un certain nombre de gens qui affichent une fausse générosité, une France totalement ouverte, laxiste et perdant au fur et à mesure du temps son identité. Je suis obligé de vous poser la question concernant ce plan d'hier matin. Ni Fillon, ni Juppé, ni Le Maire n'étaient là et ils ont des propositions sur l'immigration qui sont sensiblement différentes. Et en plus, Fillon sort un livre dans les bonnes feuilles, sont dans le Figaro Magazine ce week-end, qui s'appelle Que faire? Je sais que ce titre vous plaît, mais où en même temps il parle de la fragilité à l'égard de l'opinion de Nicolas Sarkozy, qui serait très sensible à ça, tout en disant qu'il est cultivé, tout en disant que finalement s'il a perdu les présidentielles, c'est de sa faute et uniquement de sa faute et pas de celle de la majorité. Est-il en train... Enfin, j'ai pas lu le livre de François. Je pense que c'est pas du tout un livre de règlement de compte ou d'explication de qui est Nicolas Sarkozy et qui est François Fillon. Je pense que c'est un livre. Je pense que c'est un livre. Je les connais tous les deux. Je pense que c'est un livre. Plutôt, il essaie de se raconter lui-même, essayer de fendre l'armure, comme on dit entre guillemets, puis d'amener ses propositions. Sur les propositions, on est très en convergence, au contraire, sur l'immigration, comme d'ailleurs sur tout le champ économique et social. Et heureusement, on est tous dans le même parti politique. On partage tous la même philosophie, puis après il y a des différences ici ou là. Mais je dis pas qu'ils sont d'accord sur tout. Nicolas Sarkozy a ses positions sur un certain nombre de choses, mais Nicolas Sarkozy, il est président des Républicains. Donc il essaye d'exprimer aussi une opinion collective. Mais ce qu'il y a sur l'appréciation du quinquennat de Nicolas Sarkozy, mais l'appréciation du quinquennat de Nicolas Sarkozy et de sa personnalité, qui fut la base des critiques d'une partie de la gauche et même de François Bayrou et d'autres, même de Marine Le Pen, est-ce que ce n'est pas, non pas cette thématique qui est reprise, que c'est une toute petite partie du livre, mais est-ce que ça va pas amener finalement les gens des Républicains qui iront en primaire à s'exprimer essentiellement là-dessus, sur Juppé, Fillon, Sarkozy? Peut-être, franchement, je pense que le temps des primaires n'est absolument pas commencé. On est dans le temps des régionales, et puis on est dans le temps de la préparation du projet, et dans le temps de l'organisation des primaires. Les autres ne sont pas du tout tenu par ce projet. Mais si, bien sûr, c'est un socle commun. Le parti n'est pas fractionné. C'est pas juste un parti avec des gens qui ont un ego qui est de devenir président de la République. Il y a un parti et un socle. C'est-à-dire qu'ils ont chacun des think tanks qui réfléchissent de leur côté, ils ont chacun leur programme, et le programme commun que vous voulez mettre sur pied... Il aura lieu.
Ils se sentent pas du tout obligés par ce programme. Bien sûr que oui, parce que ce programme, d'abord, ils y participent, et ils ont tous les moyens d'y participer, donc ils y participent. La primaire ne doit pas dominer le parti, c'est le parti d'abord, c'est le parti politique, parce que le parti politique, c'est un socle de valeurs, c'est nos convictions, c'est celles qu'on partage en commun. Et on n'est pas obligé de faire un projet médiocre, tout simplement, parce qu'il y aurait des primaires. On doit faire un projet le plus fort, répondant aux volontés des Français, et puis après, les candidats à l'élection primaire, et c'est bien normal qu'ils soient candidats à l'élection primaire, ils s'exprimeront personnellement, ils amèneront leurs propres idées, mais qui restent dans la même famille politique. Et ce sera plus élégant que Trump et ses camarades du côté des Républicains, parce que hier soir, ça a chauffé. Je crois qu'on peut mener une élection primaire, une compétition interne dans la responsabilité. J'y crois vraiment. À partir du moment où on a construit l'unité, Nicolas Sarkozy, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il essaye de construire un parti politique le plus unitaire possible avant d'engager le combat des primaires. Et puis, il faut gagner les élections régionales. C'est une autre histoire. On a 2 mois et il faut aider nos candidats à gagner les élections régionales. Je pense à Xavier Bertrand, notamment. Éric Woerth était notre invité. Il a été notamment, c'est pour ça qu'on a commencé par l'économie, ministre du Budget. Merci, bonne journée à vous. Merci. Nous allons retrouver évidemment Sophie Paolini sur l'antenne de Radio Classique et Hélène chez nos confrères et amis de LCI. Alors, monsieur